C'est l'heure de votre émission Le Débrief sur Midi 1. Merci de nous rester fidèles et bienvenue pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les récentes attaques terroristes au Mali ou encore au Burkina Faso ont exacerbé l'insécurité multidimensionnelle des populations vivant dans l'espace sahélo-sahélien et mis en exergue non seulement la faiblesse des États mais aussi la nécessité d'une coopération régionale. Les routes peu sécurisées deviennent des passerelles par lesquelles les groupes armés étendent leur domination dans la zone du Sahel. Comment relever aujourd'hui le défi de sécuriser la route pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous rendre au Burkina Faso, mis en cause dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. François Compaoré est attendu au Burkina Faso, alors que le Conseil d'État français doit décider s'il annule ou maintient le décret d'extradition. Les avocats du petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré affirment qu'en cas d'extradition, leur client ne va pas bénéficier d'un procès équitable. De l'autre côté, l'opposition et la société civile se réjouissent et espèrent que ce retour au pays sera un point essentiel dans le processus de réconciliation nationale cher aux Burkinabés. L'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso permettra-t-il de faire la lumière sur la mort du journaliste d'investigation Norbert Zongo? Quel impact sur la réconciliation nationale au Burkina Faso? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, vous êtes directrice exécutive de l'ONG Partenaire West Africa Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Nous remercions également Jocelyn Djeria, analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Oui, merci beaucoup. Nous allons parler de la zone du Sahel, précisément du terrorisme. Alors les attaques, Madame Ndiaye, des terroristes se multiplient dans la zone du Sahel. Pourquoi est-il urgent aujourd'hui d'axer une réelle politique sur la sécurité routière dans cette région? Je pense que pour la politique de sécurité routière, on doit mettre l'accent au niveau des frontières. Au niveau des frontières, pas une approche verticale, mais plutôt une approche régionale qui tient compte de la porosité des frontières. Au niveau de la région des 3 frontières, on voit de plus en plus les attaques se font à bord de motos, donc vélomoteurs, taxi-motos, qui sont le moyen de transport le plus utilisé aussi bien par les populations que par les terroristes. Et les attaques avec des centaines de motos, les kidnappings également. Donc je pense qu'il est temps d'utiliser les moyens, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais également les motos, orienter un peu notre politique, notre recherche sur l'utilisation de ces motos dans la zone Sahel. Donc Madame Ndiaye, repenser la lutte contre le terrorisme, c'est limiter la circulation des armes et du trafic de drogue, on a envie de le dire aussi, de ces groupes rebelles dans la zone du Sahel? Et l'immigration clandestine. Repenser la lutte contre le terrorisme, c'est également prendre des mesures socio-économiques, une réponse adaptée à l'offre de transport urbain également, mais également l'emploi des jeunes et des femmes et la libre circulation au niveau de la zone CEDEAO également. Et en parlant justement d'enfants et de femmes, très facilement, on va dire c'est des cibles qu'on peut facilement recruter, mon cher Djeria, parce que évidemment au-delà de renforcer cette sécurité au niveau des frontières, ça c'est évidemment une décision qui émane des gouvernants, on va dire des gouvernements membres même du G5 Sahel, de la zone du Sahel. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a pas une réelle politique justement sur la sécurisation des frontières? Bon, on ne dirait pas qu'il n'y a pas de réelle politique sur la sécurisation des frontières. Chaque État fait avec les moyens de bord. Je me rappelle très bien le représentant spécial de l'Union africaine en coopération antiterroriste qui disait que nous avons un problème de early warning. Donc c'est l'alerte précoce. Pourquoi? Parce que il disait que dans le sens des États africains, quand on parle de early warning, c'est que les gens... L'attaque a déjà eu lieu
et les gens font remonter l'information un peu plus tôt. C'est là où eux, ils parlent de early warning. Alors qu'ils disaient que dans le sens des États avancés comme l'Europe ou les États-Unis, c'est que les gens ont des moyens technologiques, des satellites, des moyens de surveillance en temps réel des frontières, qui permettent ainsi aux gens de faire ce qu'on appelle vraiment le early warning. Donc, je crois que nous sommes limités à ce niveau, comme le docteur l'a dit. Oui, elle a dit il s'agit d'utiliser des nouvelles technologies. Et donc, nous devrons avoir aussi des États qui ont un peu... Chaque État devrait avoir l'équivalent de la NASA, c'est-à-dire avoir des satellites pour pouvoir vraiment surveiller. La surveillance du territoire devrait se faire avec des moyens technologiques de pointe et très avancés. Mais aujourd'hui, en tout cas, les Madame Diaye, les pays du Sahel sont très loin justement d'obtenir ce satellite, enfin entre guillemets évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays ont réellement les moyens de se doter de ce matériel informatique, numérique et technologique? Je pense qu'il faut une volonté politique. Et comme il l'a dit tantôt, les drones pourraient quand même aider en attendant d'avoir des satellites pour la surveillance des territoires. Parce que la CEDEAO a mis un outil, on l'a dit tout de suite, l'alerte précoce, mais je pense qu'il n'est pas utilisé comme il a été conçu. C'est un outil très bien conçu, mais qui n'est pas utilisé comme à peu près les programmes d'action nationaux qui pêchent parce qu'ils n'ont pas les moyens derrière pour la mise en œuvre. Par contre, du point de vue sécurité, les États en général ont de gros budgets de plus en plus. La part de budget allouée aux questions de sécurité devient de plus en plus élevée. Je pense qu'il faut une certaine coordination au niveau des États, une certaine volonté d'utilisation, comme on l'a dit tantôt, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par exemple, pour ces motos, nous avons quelqu'un qu'on voit qui essaie de proposer au niveau africain des motos adaptées et des motos munies de GPS qui pourraient permettre aux États de tracer et de suivre en temps réel. Parce que le suivi en temps réel, vous l'avez dit tantôt, est très important. Mais il faudrait que les États puissent comprendre les enjeux et répondre et s'adapter à ce type de moto au lieu de laisser des motos non immatriculées, non identifiées, mais également des motos avec comment on l'a dit tantôt, des utilisateurs qui traversent les frontières plus facilement que les citoyens parce qu'ils connaissent les zones grises où les États sont absents carrément. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'au niveau de nos frontières, on a beaucoup d'attaques terroristes avec ces motos, beaucoup de rates d'enfants. Il faudrait que les États tiennent compte, pas seulement du trafic de drogue, on en parle de plus en plus, du trafic d'armes, mais également des types d'engins utilisés pour perpétrer ce type d'attaque terroriste. Alors, Madame Diaye parlait tout à l'heure évidemment de l'alerte précoce. Vous avez également souligné en ce qui concerne évidemment ces nouvelles technologies. Mais au-delà, s'il fallait trouver un palliatif, est-ce qu'il ne faut pas revenir à cette alerte, on va dire, ancienne, mais qui a marché, c'est-à-dire impliquer les populations qui vont justement servir de ça pour dénoncer en cas de, on va dire, de violation d'une frontière? Parlant de cela, j'ai eu quand même à en parler avec quelques collègues, des chercheurs qui travaillent à l'Union africaine, dont le Ghanéen Richard Apo, qui a fait un article très intéressant sur le sujet. Et l'article disait que le principal obstacle à la collaboration des populations locales, c'est la réprimande en fait. C'est que les groupes terroristes ont leur top au sein de communautés. Et donc, en cas de collaboration, même si l'État arrive à repérer quelques personnes, mais parce que l'État n'est pas là, l'État s'en va. Donc, lorsque l'État s'en va, il y a des représailles qui viennent. Donc, du coup, ça crée une certaine réticence. Et aussi, pour citer le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui disait que ce sont les enfants de la région, comme elle le dit, qui connaissent très bien la région, qui peuvent passer d'un point à un autre. Donc, cet ennemi-là n'est pas étranger. Ce sont les fils du terroir. Donc, l'absence de l'État, l'absence de protection réelle, l'absence de moyens de défense et de protection en temps réel, tout ça, ce sont des challenges. Et ce challenge-là, aussi, l'Union africaine a eu à mettre en place AFRIPOL,
qui est un mécanisme de coopération policière qui permet aux États, parce qu'ils ont des logiciels et tout, ils travaillent avec Interpol, avec la collaboration d'Interpol. Et en temps réel, si des officiers qui sont au Mali voient des mouvements suspects, ils ont des appareils et tout en temps réel de pouvoir au moins contacter leurs collègues. Ça, c'est au cas où ils remarquent. Donc, contacter leurs amis de l'autre côté en temps réel pour leur dire, voilà, écoutez, voici ce que nous avons observé et voici les mesures. Donc, comment faire pour collaborer ensemble et mettre fin à ce phénomène? C'est des avancées mineures, mais c'est quand même un peu signifiant par rapport à ce que nous avons. Et comme le docteur a dit, il faudrait aussi l'utilisation des drones, mais parfois aussi, nous avons un problème d'énergie et nous avons aussi un problème d'effectifs et de formation parce que oui, il faut des drones, mais aussi la technologie qui va avec parce que le brouillard, nous connaissons, comme par exemple dans la zone des 3 frontières, nous avons le brouillard, donc il faudrait des drones vraiment sophistiqués avec des infrarouges et tout. Donc c'est quelque chose qui demande de vrais moyens et comme elle le dit, les motos avec GPS et tout adaptés, les États peuvent vraiment s'y intéresser. Par contre, nous avons une stratégie de combat de corps à corps que les États privilégient. Ils préfèrent faire des opérations antiterroristes, dire que s'ils ont des informations, que voilà, nous avons des gens qui sont à tel endroit, ils préfèrent aller là-bas, combattre, que d'attendre en fait de faire la veille quoi. Donc c'est un peu ça, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout très technique. Madame Dia, vous voulez rebondir sur un point? Oui, surtout sur la collaboration, parce qu'il a mis l'accent surtout sur la collaboration entre les États et également au sein des forces de défense et de sécurité. Et au niveau des États, la collaboration au sein des forces de défense et de sécurité est d'abord un défi. Parce que si dans certains pays, nous avons la police et la gendarmerie, dans d'autres pays, nous avons la garde nationale en plus de la police et de la gendarmerie, et les terroristes également sentent des fois les failles de collaboration et de communication au sein de ces FDS. Exactement. Mais également la collaboration entre ces FDS et les populations, je pense que c'est ce que vous avez, les populations, qui est importante. Puisque certes, on a la délation, vous l'avez bien relevé, en général, avec ce type de collaboration, il faut pouvoir protéger les populations. Non, parce que les représailles derrière, ça freine évidemment. Ça freine, on a vu au Niger, on a vu les représailles derrière qui ont vraiment porté atteinte à la sécurité des populations et des villages entiers. Et je pense qu'on doit revoir le type de collaboration. Et cette approche inclusive a donné des résultats, de meilleurs résultats que la défense-sécurité proprement dite. Mais c'est revoir le type de collaboration et le partage d'informations en temps réel entre les populations et les FDS, mais également entre les différents États. Je pense que l'utilisation des drones, en adaptant également ces drones quand même, comme on l'a dit tantôt, au climat donc, du Sahel, effectivement, les tempêtes de sable, la chaleur, effectivement. Madame Dia, je reste avec vous. Alors, est-ce qu'avec la porosité des frontières, vous l'avez également souligné, les frontières terrestres, l'Afrique de l'Ouest est-elle devenue l'espace migratoire des terroristes, des enlèvements et des trafics d'armes? Avec la porosité des frontières, je pense que nous avons un grand défi. Avec l'immigration clandestine, il ne faut pas l'oublier parce qu'avec le trafic d'armes, le trafic de drogue, c'est le soubassement en fait, de cette immigration clandestine qui fait que les jeunes et de plus en plus cette immigration se féminise. Et il ne faut pas oublier que l'attaque de Solam a été perpétrée par des femmes, des jeunes femmes. Donc c'est cette immigration qui se féminise et donc ce terrorisme qui se féminise, ça nous interpelle. Donc on doit mettre l'accent sur le rôle, encore une fois, des femmes et des jeunes. Cette transition générationnelle est très importante. Jusqu'à présent, le micro est tendu aux anciennes qui ont beaucoup fait, donc aux anciennes organisations de la société civile. Mais il faudrait assurer, comme l'a fait la CEDEAO avec le réseau des jeunes femmes leaders, donc qui prend la transition du réseau fait paix et sécurité. Donc impliquer davantage non seulement les populations, mais mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. Et ça, les
États ont le devoir de repenser la politique jeunesse, la politique migratoire, la politique emploi des jeunes, avec les nouveaux types d'emplois que nous avons dans ce contexte de pandémie, qui nous montrent qu'on a de nouveaux types d'emplois et de nouveaux types de populations, des changements de comportement qui nous obligent à nous adapter à cette pandémie qui n'est pas encore bien résolue, bien comprise. Exactement. Et en parlant justement de ces jeunes qui représentent évidemment l'avenir de demain, la jeunesse sacrée, mais une jeunesse qui se sacrifie malheureusement et qu'on sacrifie aussi malheureusement de manque de politique axée sur ces jeunes. Mon cher Djeria, alors les terroristes passent facilement par nos frontières parce qu'elles sont infiltrées, déclarait le défunt président tchadien Idriss Déby Itno. Le combat est rude aujourd'hui, mon cher Djeria, pour sécuriser nos frontières? Oui, le combat est très rude. C'est-à-dire, aujourd'hui, juste là, vous savez, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, était connu pour être un homme de terrain, un homme qui connaissait les réalités. Et ce sont ces mêmes réalités, ceux qu'il dénonçait, qui ont fini par l'emporter. Qu'est-ce qui a emporté le maréchal? C'est la porosité des frontières. Les gens sont venus depuis la Libye et le Soudan pour pouvoir attaquer les positions des forces de défense. Et c'est comme ça que lui-même, ayant toujours l'habitude de descendre sur le terrain, est venu et voilà, c'était sa dernière bataille. Et c'est vrai qu'il accepte beaucoup au niveau des frontières vraiment une sécurité, c'est-à-dire un contrôle des véhicules qui entrent et qui sortent. Et malheureusement, c'est peut-être, on va dire, ce point-là qui a fait, comme vous l'avez souligné, mon cher Djeria, faire en sorte qu'aujourd'hui, les troupes tchadiennes ont été rattrapées par cette porosité des frontières. Effectivement, c'est cette porosité de frontières-là qui a fait que les troupes, parce qu'il faudrait dire non seulement que ce sont les enfants de la région, mais souvent ce sont aussi les déserteurs. Des gens parfois qui intègrent l'armée avec des objectifs clairs et nets de déstabiliser les institutions de la République ou bien de faire partir tel ou tel président, ou en fait des gens qui ont des objectifs autres, des objectifs obscurs. Et donc ils viennent parfois se faire former dans les forces de l'ordre, ou par exemple dans le cas de Boko Haram, qui arrive quand même à faire des chantages auprès de hauts officiers de l'armée pour dire que bon, si vous ne nous donnez pas ceci, nous allons faire cela. Et comme elle a dit, ils utilisent de plus en plus de femmes et surtout des fillettes, parce que le militaire, il connaît le terroriste. Quand on lui dit un terroriste, il est loin de s'imaginer qu'on allait impliquer les femmes et les enfants. Pour lui, ce sont les personnes vulnérables. Ce sont des cibles faciles, vulnérables, donc, comme vous l'avez souligné. Pour lui, par exemple, on voit que Boko Haram a beaucoup plus utilisé les fillettes donc, dans les attaques et continue de le faire. Donc c'est ça qui rend les choses vraiment très très difficiles, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. L'actuel président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui a décidé de nommer des gouverneurs parmi les plus fidèles. Parmi ses plus fidèles, ça fait jaser les gens au niveau national pour dire que mais comment se fait-il que ce soit peut-être ses cousins ou bien ses amis? Non, mais ce sont des gens qui maîtrisent évidemment la situation. Qui soient nommés gouverneurs au détriment des énarques qui ont été formés dans ce sens. Et moi, je l'ai dit qu'en temps de crise, parfois, il faut choisir les plus fidèles parmi les plus fidèles. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui permet quand même d'avoir des gens de confiance à de telles positions, des positions de défense. Donc, vous voyez un peu là où ça rend. Donc, rien que le fait que même les États essaient de s'adapter à cette menace-là, ça les décrédibilise même auprès des populations. Donc, il faut voir que ces gens-là ont des stratégies bien déterminées. C'est-à-dire qu'affaiblir militairement et tactiquement, même sur le plan politique. En parlant de stratégie, Madame Diaye, alors le Maroc a accueilli en 2013 une conférence régionale sur la sécurisation des frontières dans la région du Maghreb et du Sahel. Quelle appréciation faites-vous des efforts du Royaume sur la nécessité de sécuriser nos frontières? Je pense que c'est une conférence avec des recommandations qu'il faut partager parce que aujourd'hui, nous allons entamer au niveau international la deuxième décennie d'action de la sécurité routière qui a pour objectif de réduire de 50% les accidents et les blessés à la route à l'horizon 2030. Et la dernière décennie a montré qu'il fallait mettre l'accent sur le comportement humain. Et comment sur le comportement humain, comme il a dit tantôt, faire de nos routes des routes de développement au lieu des routes meurtrières. Pourquoi des routes de développement? Lorsqu'on superpose la carte du trafic de drogue, la carte de l'immigration clandestine, la carte du trafic des armes légères et la carte du terrorisme, ces cartes sont superposables. Et ça, c'est des cartes
faites par l'UNODC, le PNUD, etc. Et on voit que ce sont les mêmes voies qui sont empruntées. Donc récemment, la semaine mondiale, la semaine internationale de la sécurité routière a mis l'accent également sur le comportement humain. Donc je pense que c'est des recommandations que les États devraient s'approprier et essayer au niveau africain même de tenir une conférence africaine sur la sécurité routière. La sécurité routière, ce n'est pas seulement les accidents, c'est pas seulement, mais c'est l'utilisation des routes pour le développement. Et c'est ce que nous avons compris, excusez-moi, à Partners West Africa, à travers ce projet Sahel Road Safety Initiative qui nous est financé par le département d'État américain et qui tient en compte également la corruption. Parce que la corruption également est le lit de tous ces challenges et de ces défis donc, qui nous fait plus de morts donc, au niveau de nos routes. Alors, Jocelyn, il existe une stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Quel est le niveau d'impact de cette stratégie installée par les Nations Unies? Bon, pour parler de l'impact, moi je vais encore citer, moi j'aime bien citer le secrétaire général Ban Ki-moon qui a dit qu'il faudrait contextualiser les stratégies. Donc, cette stratégie elle est bonne, mais l'impact serait encore mieux si chaque État l'adaptait à sa réalité. Le Mali et le Tchad peut-être auraient une stratégie un peu pareille. Mais le Niger, qui est quand même au milieu et qui a quand même, qui abrite entre guillemets la zone des trois frontières, la stratégie sera totalement différente. Et quand on voit par exemple le Cameroun, la stratégie ne serait pas la même chose. Donc moi je dirais que pour qu'il y ait plus de résultats, et je salue déjà les efforts que les gouvernements ont faits, mais il faudrait encore plus contextualiser que de prendre juste comme ça, faire un copier-coller et essayer d'aller dans le sens des Nations Unies parce que ce sont les recommandations. La plupart des stratégies, il va falloir les contextualiser au contexte national selon les réalités de chaque terrain. Donc on ne peut pas appliquer peut-être des stratégies de lutte contre l'érosion du sol dans le désert comme dans la forêt. Ou évidemment, la stratégie ne pourra pas marcher. Oui, donc j'appelle vraiment aux autorités vraiment de s'asseoir et de revoir encore l'implémentation. Je pense que l'implémentation c'est un terme anglais, mais la mise en œuvre de ces stratégies-là sur le plan national, parce que je vois que beaucoup d'États, je ne citerai pas, qui sont en train de faire du copier-coller. Voilà, donc c'est pas vraiment avantageux. Oui, il y a les résultats, mais ça aurait été mieux si ils avaient vraiment pris le soin de nationaliser les stratégies. Prendre le soin de nationaliser les stratégies, Madame Diaye. Alors, nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est comment expliquer qu'aujourd'hui, les attaques terroristes se multiplient. On a parlé tout à l'heure des enlèvements. On va en parler avant la fin de cette première partie d'émission. Dans certains pays, évidemment, de la zone du Sahel. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on a l'impression que nos dirigeants ont fait abstraction même d'une politique axée sur la sécurité routière? Comment comprendre et pourquoi? Je pense qu'ils ont plus mis l'accent sur les infrastructures et l'environnement, alors que les chiffres montrent que les infrastructures et l'environnement impactent seulement 10% sur les défis de sécurité routière. Et certains l'ont compris, mais un peu tard. Et on a également un autre problème, c'est l'inadéquation de l'offre de transport public qui n'est pas adaptée aux facteurs culturels. On a vu dans des zones où les populations n'ont pas utilisé les moyens de transport public mis en place par les autorités étatiques parce qu'ils préfèrent jusqu'à présent, parce qu'ils sont culturellement liés aux deux roues. C'est vrai. Et donc, comme il a dit tantôt, donc, il faudrait adapter les stratégies à nos réalités socio-culturelles, c'est important, et socio-économiques. Et du point de vue socio-économique et socio-culturel, les États africains doivent mettre l'accent, c'est mon plaidoyer, je le fais depuis un peu plus de 2 ans, sur les deux roues. L'expansion des volumes moteurs vélo-taxi est devenue exponentielle dans la zone Sahel.
et au Sénégal également. Alors, Madame Diaye, avec le soutien et le financement de l'Union européenne, il a été mis sur pied le groupe d'action rapide, surveillance et intervention du Sahel, le GARCI Sahel. Ces unités nationales ont été créées dans 6 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le GARCI est une réponse à la nécessité de renforcer le dispositif national de surveillance et de contrôle aux frontières dans un contexte de pluralité des défis sécuritaires. Que pensez-vous de cette initiative? Le GARCI, je pense, fait suite aux manœuvres de Guy Maha, qui était fait il y a plus d'une vingtaine d'années au niveau de la frontière que partagent le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Et après, qui a regroupé maintenant une dizaine de pays étrangers avec Flintock. Oui. Et je pense qu'ils sont inspirés de ces manœuvres qui a permis, au début, c'était une collaboration qui avait permis en fait de neutraliser les criminels qui écumaient les bétails au niveau de ces 3 frontières et d'élargir la collaboration. Je pense que c'est une stratégie qui est en train de montrer ses preuves et de donner des fruits escomptés, mais encore une fois, tenir compte en fait de ce moyen de transport qui est utilisé parce que le GARCI a mis l'accent sur la collaboration entre les États, la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité, mais la GARCI devrait s'ouvrir aux populations, donc une collaboration avec les leaders communautaires, jeunes, femmes, et avoir carrément une approche inclusive de la sécurité. En parlant d'approche inclusive, mon cher Jocelyn, alors comment renforcer également la coopération inter-États dans le domaine des renseignements pour mieux lutter contre le terrorisme? La coopération entre les États, elle est déjà effective. C'est ce que moi je le dis. Non, mais comment renforcer justement cette coopération? Elle est effective, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de résultats derrière. Oui, en même temps, il faudrait savoir que nous faisons du renseignement de manière très artisanale. C'est très artisanal. Et au sein de beaucoup d'États, les renseignements servent à réprimer l'opposition et les voix dissidentes. Donc, du coup, les techniques qui sont utilisées par les renseignements ne permettent pas vraiment de détecter efficacement ces menaces-là. C'est-à-dire que ce sont des renseignements qui sont ciblés sur des personnes, comme moi j'appellerais des indésirables, sur des surveillances, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de surveiller, ils peuvent envoyer 20 éléments pour surveiller, suivre un politicien, que de laisser ces 20 éléments surveiller la frontière. En fait, on a une arme qu'on l'utilise, on va dire, très mal, dans le mauvais sens. Et malheureusement, nous allons marquer une courte pause. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous nous rendons à présent au Burkina Faso. Le pays retient son souffle quant à la validation ou pas de l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré, accusé d'assassinat. Selon vous, mon cher Djeria, François Compaoré sera-t-il extradé vers le Burkina Faso? Il y a une forte chance qu'il soit extradé parce qu'il y a le spectre de Thomas Sankara. Le spectre de Thomas Sankara qui est en train de planer sur le Burkina Faso. Les gens veulent rendre justice à la famille qui est en train d'attendre depuis plus de 30 années. La justice et accessoirement aussi le cas de Zongo. Donc les gens sont là et il y a une certaine justice vindicative qui est là parce que les autorités qui sont là, on peut dire qu'elles sont élues sur des bases démocratiques. Et donc ils ne voudraient pas perdre la main en cas de réveil. Je parle de réveil parce que le balai citoyen, on n'entend plus parler d'eux, mais de réveil du balai citoyen qui reviendrait dire, bon, balayons encore ceux-là parce que les autorités actuelles, leur double danger, c'est qu'ils ont travaillé d'abord avec l'ancien président, mais c'est qu'actuellement, ils ont fait la promesse qu'ils vont résoudre tous les problèmes du Burkina Faso. Donc, ils sont tenus par ces promesses-là. Et donc, d'une certaine façon, il va falloir faire des preuves. Tout cela semble un peu compliqué.
Évidemment, parlons de complexité, Madame Ndiaye. Est-ce que ce possible retour du frère de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina Faso va permettre un petit peu de faire la lumière sur le décès, l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo? Est-ce qu'on aura des faits nouveaux dans ce dossier avec ce retour possible au Burkina Faso? Je pense que ce retour au Burkina Faso va peut-être contribuer, et surtout, je pense, va contribuer à une pacification, pas seulement au Burkina, mais je pense que ça pourrait faire un peu tache d'huile au niveau de la zone Sahel. Pourquoi? Parce que ce sentiment anti-français qui a entraîné les 2 coups d'État au Mali, donc la France et le retrait de Barkhane, donc la France devrait avoir une approche qui devrait pacifier l'espace Sahel. Et je pense que ce retour montrerait aux populations, surtout à la jeunesse africaine, qui demande une certaine justice sociale, montrer à la jeunesse africaine que peut-être la France joue la carte, en fait, de l'éclaircissement, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et après, aux autorités burkinabées d'essayer d'organiser un procès, comme il le dit, un procès équitable, et qui rendrait justice et qui jouerait à la cohésion sociale donc, dans ce pays. En parlant de cohésion sociale, l'ancien président Blaise Compaoré, mon cher Djeria, parle de complot, d'acharnement politique envers son frère. Le sang a pris le dessus sur la réalité politique. C'est cela à quoi on peut résumer cette sortie de l'ancien président burkinabé? Bon, moi, je dirais plutôt que c'est l'une des conséquences de mêler sa famille aux affaires de l'État. Parce que non seulement il défend son frère, mais il défend aussi son collaborateur. Donc d'une certaine manière, il y a aussi une double dimension. Il y a 2 cas. Et les 2 cas se sont avérés. Le président de la République se trouve dans une position un peu plus délicate. S'il ne parle pas, on dira qu'il a vendu son frère. Et s'il parle, on dira qu'il le protège. De toutes les façons, lui, il est déjà un outsider. Donc, il n'a pas le choix que de défendre son frère. Mais cette défense, moi, je vois en ça plutôt une défense plutôt fraternelle, parce que ses collaborateurs sont là, ils sont dans les affaires, mais ils ont les mains liées. Donc, ils ne peuvent pas défendre son frère comme il est en train de le faire. Donc, il est la seule personne, en quelque sorte, destinée. Et un complot, il peut parler de complot, effectivement, parce que les gens qui étaient avec lui hier lui ont tourné le dos. Et la population veut en finir avec eux. Donc c'est comme si les amis d'hier ont fait alliance avec les ennemis d'aujourd'hui pour pouvoir nous faire descendre. Donc je comprends un peu parfaitement, mais je ne dirais pas que c'est un complot. Quand on parle de complot contre François Compaoré, il y a quand même aujourd'hui des preuves accablantes qui envoient le frère de l'ancien président vers l'assassinat, en l'occurrence du journaliste Norbert Zongo. Oui, effectivement, les preuves sont là, mais c'est là où ça devient intéressant, parce que moi je me dis que jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable, il est présumé innocent. Exactement. Et c'est ce qu'on oublie souvent. Et il y a déjà un procès d'intention qui est fait contre le frère du président, c'est-à-dire dans le domaine juridique, surtout dans le domaine pénal. Ce n'est pas parce qu'on vous reproche quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a les éléments de preuve contre vous que vous allez perdre. Non, il faut que la procédure soit respectée, il faudrait que le procès soit équitable. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Un autre paramètre qui entre en jeu, Madame Ndiaye, vous l'avez souligné, la France était déjà favorable à une extradition en 2018. 3 ans après, nous sommes encore dans une possible étude de cette extradition vers le Burkina Faso. Qu'est-ce que la France attend concrètement du Burkina Faso dans cette affaire? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 20 ans que le peuple burkinabé attend et qu'on demande un procès équitable. Et derrière, il ne faut pas occulter le rôle que le président Blaise Compaoré avait joué dans la lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. Je pense que la France essayait de maîtriser ou bien d'avoir une meilleure visibilité sur son réel pouvoir sur les terroristes. Et maintenant que la France, je pense, a une meilleure visibilité, elle est en meilleure posture plutôt pour pouvoir réexaminer ce dossier, et tout le monde
pense que cette fois-ci, donc la décision sera favorable pour le peuple burkinabé, c'est-à-dire que l'extradition se fera aussi bien, comme je l'ai dit tantôt, au bénéfice de la France que du peuple burkinabé et même au niveau du Sahel. Et justement, mon cher Jerry, alors pour que l'extradition de François Compaoré soit effective, il faut qu'un décret soit signé par le gouvernement français, lequel décret peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour arriver à cette signature ? Oui, comme vous l'avez dit, il y a des éléments du dossier qui sont quand même assez accablants. Mais il y a une chose que moi j'aimerais souligner. Allez-y. La France, ce n'est pas comme les États africains où le chef de l'État pèse. Il y a eu des cas au temps de Nicolas Sarkozy où un simple juge a eu à tenir tête au président de la République au nom des pouvoirs qui lui ont été conférés par le peuple français. Donc, on a quand même de l'espoir de dire que cette France diplomatique pourrait peser un peu sur le poids de la balance de cette France républicaine qui veut défendre les valeurs de la République, qui veut défendre les acquis de la Révolution, à savoir la séparation réelle des pouvoirs. Donc aujourd'hui, certes, le président de la République n'a pas... C'est-à-dire que même le président il n'a pas de pouvoir réel parce que ce décret peut faire l'objet d'un recours et qui va décider en dernière position? C'est un juge. Donc c'est pour dire que il va falloir que si le peuple burkinabé puisse vraiment entrer dans son droit, que le droit soit vraiment dit aussi. Et que toutes les conditions soient réunies. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas seulement d'avoir des éléments. Parfois, le juge peut dire que les éléments les éléments à charge ne sont pas suffisants, ou bien ces éléments ont été fabriqués de toutes les pièces, comme on a vu le cas de Gbagbo, qui a fini par être acquitté. Voilà. Donc, c'est aussi là le charme des institutions de la République. Donc, moi, j'espère, et je me le dis, c'est juste une espérance sans pour autant en être convaincu, que la France diplomatique puisse peser sur la France républicaine. Ce sont des institutions qui sont là. Et ce sont des institutions très fortes, de telle sorte que le président de la République ne puisse pas vraiment avoir tous les pouvoirs. Déjà, avec les différentes constitutions, les pouvoirs du président ont été amenuisés jusqu'à la constitution de la Ve République. Et jusqu'aujourd'hui encore, on continue toujours par soutirer certains pouvoirs au président de la République, qui finira par être une fonction honorifique. Évidemment. Donc, c'est difficile qu'il puisse peser, mais ce sont nos espérances. Et il n'est pas interdit d'espérer. En parlant d'espérer, les avocats du mis en cause, Madame Diaye, qui continuent de clamer l'innocence de leurs clients, évidemment, c'est dans leurs droits, comptent saisir la Cour des droits de l'homme en cas d'extradition. Si aujourd'hui, ils continuent évidemment à clamer l'innocence de leurs clients, pourquoi ne pas venir se défendre au Burkina Faso? Pourquoi ne pas laisser François Compaoré venir se défendre au Burkina Faso, d'autant plus que lui, de l'autre côté, il clame également son innocence. Comme il a dit tantôt, il est toujours présumé innocent, mais les avocats sont dans leur rôle, il faut le dire. Donc c'est la beauté en fait du droit. Mais de quoi ont-ils peur, Madame Dr Ndiaye? De quoi ont-ils peur? Derrière, ils disent que le procès ne sera pas équitable. Donc, ils ne font pas confiance aux institutions de leur propre pays. Et ils veulent faire confiance à la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, ce qui est quand même problématique. Donc, il faut confiance aux institutions internationales. Et en tant que Burkinabé, je pense qu'il aurait dû d'abord, lui, en premier, faire confiance aux institutions, à sa justice. D'ailleurs, qu'il a vraiment contribué avec son frère donc, à faire du Burkina ce qu'il est aujourd'hui. En parlant de ça, Madame Diaye, je reste avec vous. Alors, les avocats, justement, du petit frère de l'ancien président affirment qu'en cas d'extradition, leur client ne va pas bénéficier, vous l'avez souligné, d'un procès équitable, qu'il sera également tué. Évidemment, ils sont allés très loin dans les termes. Ils dénoncent les mauvaises conditions de détention des prisonniers au Burkina Faso. La justice, Madame Diaye, du pays des hommes intègres, serait-elle mauvaise élève en la matière? Je ne pense pas que les autorités burkinabées et même, je pense, ils n'ont pas intérêt du tout à ce que M. François Compaoré ait des problèmes. Ne serait-ce même pas des problèmes de santé. Donc, c'est sûr qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour qu'il soit très bien traité, pour qu'il soit en très bonne forme,
pour qu'il y ait un procès équitable. Parce que s'il est tué, donc c'est monsieur, l'actuel président même, qui va perdre. Christian Kaboré. Christian Kaboré, c'est lui-même qui va perdre au niveau international. Et donc, ils n'ont aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, donc les avocats sont dans leur rôle. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt aux autorités burkinabées? C'est prendre toutes les dispositions pour que du côté même de M. François Compaoré, qu'on tente même de perpétrer des attaques pour décrédibiliser le gouvernement burkinabé. Oui, mais Madame Ndiaye, c'est vrai, les avocats, ils sont dans leur droit, évidemment, de défendre leurs clients, mais avoir une telle sortie, est-ce que c'est pas une manière, permettez l'expression, irresponsable de manquer de respect à la justice burkinabé? Exactement, donc c'était pour ne pas aller en ce sens, mais je pense que c'est pour ça que j'ai dit ils sont dans leur rôle, parce que le gouvernement burkinabé, quand même, est un gouvernement, vous l'avez dit, très intègre. On parle du pays des hommes intègres. Oui. Donc, jusqu'à présent, la population même burkinabé n'a pas jusqu'à présent digéré l'assassinat du président Thomas Sankara. Non, le corps n'a pas encore été retrouvé. Jusqu'à présent, donc justice n'est pas rendue à 100%. Et après, on remet encore une autre couche avec l'assassinat du journaliste d'investigation Robert Zongo, 20 ans après jusqu'à présent. Je pense que le peuple burkinabé aujourd'hui a soif de justice sociale. Et ils vont appuyer le gouvernement et le gouvernement mettra tous les moyens, je pense, pour qu'il y ait donc un procès à hauteur des attentes donc, de son peuple. Et en parlant d'attente, mon cher Jocelyn, quelle crédibilité accorder justement à la sortie des avocats de François Compaoré, qui parlent évidemment d'assassinat de leurs clients en cas d'extradition, qui parlent d'une justice, d'un procès qui ne sera pas équitable? Quelle crédibilité accorder à cette sortie quand on sait que notre ami Djibril Bassolé a bénéficié, lui qui est en prison, il a bénéficié d'une sortie pour aller se faire soigner, il est revenu en prison. Le général Djibril Diendéré, qui est toujours en prison, qui se porte bien, qui n'a pas été tué, comment comprendre la sortie des avocats de François Compaoré? Bon, moi je connais déjà ce refrain. C'est le même film que le film de son Excellence Hissène Habré. D'accord. Ce sont les mêmes arguments qui ont été servis pour ne pas qu'on extradie le président Habré au Tchad. Il n'y a rien de nouveau. Donc vous pensez que pour les avocats de François Compaoré jouent, on va dire, le chrono, ils jouent la carte du temps? Effectivement, comme elle l'a dit, ils sont dans leur rôle. Ils sont vraiment dans leur rôle. Et ce ne sont pas des arguments qui sont nouveaux, des arguments qui ont été sortis plusieurs fois lorsqu'il s'agissait d'extrader ou bien de ramener des personnes qui ont commis des exactions sur un territoire donné pour être jugées sous les juridictions dont dépendent ces territoires-là. Le même discours a été servi pour dire que voilà, nous ne sommes pas sûrs que voilà, mais Diendéré, le général Diendéré n'est pas le petit frère de Compaoré. Djibril Bassolé n'est pas le petit frère de Compaoré. Et ce sont des arguments qui sont valables pour eux et qui peuvent faire pencher un peu la balance, mais surtout la compassion des juges. Donc, je dis que tous les moyens sont bons. Ils sont en train de jouer toutes les cartes, même le joker. Moi, je dirais que cet argument-là, c'est le joker, en fait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand ce joker-là a été sorti? Les gens se sont arrangés à faire juger le président Hissène Habré ici au Sénégal. Ouais, mais un joker, comme Dr Ndiaye l'a souligné, le président actuel, le président Kaboré, ne gagnerait pas justement à aller dans ce sens-là. D'autant plus que, comme Dr Ndiaye l'a souligné, le peuple burkinabé a besoin que François Compaoré rentre et fasse, on va dire, un tête-à-tête avec la justice burkinabé. Oui, c'est pourquoi moi j'ai dit, bon, moi je suis juriste d'abord, et chez nous on dit souvent que le droit, la morale, souvent ne vont pas de pair. Il faut faire ce qui est faisable. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens sont en train de souffrir du fait que le président Habré ait été jugé ici, mais que les indemnités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été dédommagés. Mais entre guillemets, la justice a été rendue. Donc, c'est pour vous dire que le plus important ici, c'est que la justice soit rendue. Les juges ou les autorités compétentes qui sont en charge du dossier peuvent décider
de le juger en France, peuvent décider de le juger au Burkina, peuvent décider de l'envoyer au Sénégal, je ne sais pas, de n'importe où, mais de créer les conditions nécessaires. Oui, mais mon cher Djeria, la symbolique, voilà, le retour et le fait d'être jugé et peut-être même prendre sa peine. Cette symbolique-là, moi, moi, je suis tchadien, comme je le dis, regardant le cas du Tchad, la communauté internationale a vu ce qui l'arrangeait plutôt que ce qui arrangeait le Tchad. Donc, nous sommes dans le domaine de la diplomatie où les intérêts sont en train de peser. Et nous ne sommes pas dans le domaine c'est-à-dire qu'un domaine fixe, un domaine très malléable, un peu comme le plastique. Donc, c'est très élastique. Maintenant, vous voyez, comme je vous ai dit, je ne sais pas, je n'encourage pas, mais je dis tout simplement qu'il y a un précédent, dans ce cas-là, d'un peuple qui s'est vu refuser le droit à une justice, le peuple tchadien. On a dit non, si on envoyait le président Habré au Tchad, sa vie serait en danger et tout, et tout. Il a été jugé ici. Et moi, je me dis, je ne dis pas que ça serait le cas de François Compaoré, mais je dirais qu'il ne faudrait pas perdre de vue que c'est possible que ce cas de figure-là puisse exister. Combien d'opposants rwandais ont été jugés plutôt en France qu'au Rwanda ? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le Rwanda est une grande démocratie. Grande démocratie, Madame Ndiaye. Je pense qu'il faudrait apprendre plutôt de ces cas d'école, donc du Rwanda et du Tchad, parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit tantôt, les populations n'ont pas apprécié le fait que ces autres soient jugés hors de leur pays. Et je pense que c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le sentiment anti-français, que la France gagnerait à justement extrader François Compaoré. Et en plus, on a parlé plutôt de président, et là, il s'agit d'un frère de président. C'est un peu différent. Et il faudrait qu'ils viennent sur place et que la population soit quand même au devant de la scène parce qu'ils ont confiance, eux, en leur justice. La population n'a pas confiance en la justice étrangère. Alors que les avocats et M. Compaoré ont confiance à la justice étrangère, pas en la justice de leur pays. Effectivement. Et pour qui on doit rendre la justice? Pour qui? Pour le peuple burkinabé ou bien pour le présumé innocent? Et c'est là où évidemment la France doit devoir trancher en cas d'annulation ou de validation de cette extradition. Madame Dia, je reste avec vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parlons de cette justice du Burkina Faso, vous l'avez souligné, elle est intègre, c'est une justice indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, cette justice du Burkina Faso a finalement les moyens? Est-ce que cette justice, Dr Ndiaye, est en mesure de mener convenablement tous ces dossiers, on va dire, brûlants, j'ai envie de dire, le dossier Thomas Sankara, sans qu'évidemment ce procès, ces dossiers ne virent dans un combat politique? Je pense que c'est tout l'intérêt de la CEDEAO, il faut le dire, et de l'Union africaine, parce que nous avons des outils, il faut le dire que la CEDEAO est l'une des meilleures organisations régionales, donc qui marche, il faut le dire. Donc, il faudrait que la CEDEAO accompagne le peuple burkinabé. Il faudrait que l'Union africaine accompagne le peuple burkinabé pour éviter les exactions, mais également pour éviter demain que la justice burkinabé ne soit... Et comment vous voyez cet accompagnement, Dr Ndiaye? Je pense que c'est un peu comme la Gambie a été accompagnée pour faire accepter le président, il faut le dire, accepter difficilement le président Yahya Jammeh de quitter. Donc il faudrait une pression derrière. Il faudrait un accompagnement technique, mais également financier, parce que les économies aussi doivent suivre derrière, parce que c'est très lourd, en fait, de prendre en charge ce type de prisonnier, parce qu'il faut le dire, qu'il faut renforcer la sécurité, il faut également tenir compte de sa famille également, et des possibles terroristes, parce qu'il faut dire que c'est un pays qui vit jusqu'à présent le terrorisme. Exactement. Et le terrorisme jouerait aussi puisque les avocats ont levé la carte de l'assassinat, il pourrait être assassiné par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le gouvernement, juste pour déstabiliser le Burkina. Et donc, je pense que les autorités des instances régionales et même des instances africaines ont même pas le devoir, mais devraient
nécessairement et impérativement accompagner le peuple burkinabé dans ce dossier. On parle du Burkina Faso, on parle également d'un point cher au président actuel, Roch Marc Christian Kaboré, c'est la réconciliation nationale, la réconciliation de tous les Burkinabés pour évidemment un Burkina Faso solide et indivisible. Est-ce que on peut dire évidemment en termes d'impact, quel serait l'impact de ce possible retour de François Compaoré dans évidemment ce processus de réconciliation cher au président Kaboré? Bon, en y réfléchissant un peu de plus près, moi je me suis dit que cette justice-là, même si on arrive à extrader François au Burkina Faso et qu'il soit jugé là-bas, il y aura toujours des insatisfaits. Le vrai travail de réconciliation, moi je dirais qu'il a encore de longs jours devant lui parce que les Burkinabés, actuellement, ils sont ébranlés dans leur manière de vivre entre chrétiens et musulmans. Cette réconciliation n'est plus seulement d'ordre politique, elle est maintenant d'ordre confessionnel. Donc ce sont des dimensions qu'il faudrait aussi voir. C'est-à-dire qu'à trop peser sur la réconciliation politique, on risque de passer à côté de la réconciliation confessionnelle. Le petit frère de mon père, qui a la plupart du temps qui a étudié au Burkina Faso, qui a vécu là-bas, quand il était rentré au Tchad, il le disait que le Burkina Faso, c'est un pays où un chrétien peut aller épouser une musulmane, ils vivent ensemble en paix. Un musulman va épouser une chrétienne, ils vivent en paix. Et c'est pas comme dans les autres pays où on dit non, il faut te convertir ou tout. Donc, c'est-à-dire que c'est un peuple, c'est un peuple fort et uni, qui aujourd'hui, avec les attaques, commence à se méfier. Donc, moi, je dirais que le volet politique ne pèse que 30%. Pourquoi 30%? Parce que ce sont les mêmes qui ont dirigé le pays avec Compaoré, qui dirigent actuellement le pays. On n'a pas ramené une nouvelle ressource humaine ou bien on a changé, genre on a remplacé tout le monde dans la fonction publique. Non, non. Ouais. Ce sont les mêmes, même l'actuel président. Et il faut dire que c'est cette justice-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu des échos selon lesquels certaines personnes qui étaient, entre guillemets, censées être, qui étaient, entre guillemets, trop proches de l'ancien président, n'ont plus eu de poste de responsabilité, ont été écartés des affaires publiques. Mais ces gens-là aussi, on doit prendre compte, c'est-à-dire que ce sont des victimes collatérales. Donc, cette réconciliation-là, c'est une réconciliation... c'est-à-dire que même dans le domaine politique, c'est-à-dire que les adversaires d'hier, il y a des amis qui se sont tournés les dos, donc c'est un peu trop complexe. Donc le président de la République, je pense qu'il sait, devrait surtout s'inspirer de qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que selon la réalité du terrain, mais ne pas perdre de vue cette réconciliation. Je ne pense pas qu'il est dans cette optique. Oui. Évidemment, vous l'avez souligné, mon cher Djeria, la réconciliation nationale, c'est tout un processus qui prend en compte tous les secteurs, aussi bien social, économique et même que la politique. Entre l'armée et la population. D'accord. Mais en ce qui concerne, parce que vous avez parlé de cohésion d'abord, c'est le point que vous avez souligné en parlant de cohésion, et cette cohésion, on la retrouve dans le fait qu'aujourd'hui, le petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré soit extradé au Burkina Faso parce que le pouvoir en place et l'opposition à la société civile sont tous d'accord pour ce retour. Donc quelque part, c'est déjà un pas important. Il y a déjà l'impact, il est là sur la réconciliation. Effectivement, c'est un pas, mais c'est une réconciliation politique. Mais qui ne va pas, c'est juste un volet de la réconciliation politique. Voilà, puisque cette réconciliation, comme je dis, il y a des gens qui ont été écartés aussi, qu'on devrait prendre en compte, qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas en prison, mais qui sont carrément écartés et qui sont devenus en quelque sorte des radicaux parce que, voilà, on les a écartés, alors que vous aussi, vous avez travaillé avec nous et tout. C'est un peu plus complexe. Non, c'est en fait de ramener tout le monde. Voilà, de ramener tout le monde à la table. C'est vrai, on ramène le frère du président, on le ramène, c'est un dignitaire qu'on ramène. Mais ce n'est pas tout le problème. Donc c'est ce que moi je voulais un peu souligner. Ça serait un pas sur un escalier en fait. Un pas sur un escalier, Madame Ndiaye. Alors c'est vrai que les Burkinabés, vous l'avez souligné aussi, Dr Ndiaye, attendent impatiemment ce retour du petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré, en l'occurrence François Compaoré au Burkina Faso. Est-ce que les cœurs seront réellement apaisés, Madame Ndiaye, quand on sait que derrière il n'y a pas des avancées significatives dans le dossier Thomas Sankara, le corps n'a toujours pas été retrouvé, le contraire de Norbert Zongo, les corps ont été retrouvés calcinés. Est-ce qu'aujourd'hui, les cœurs des Burkinabés seront vraiment apaisés avec ce retour,
si derrière le père de la nation, Thomas Sankara, le dossier est toujours, j'ai envie de dire, vide, entre guillemets. Oui, mais ce sera quand même un grand pas, il faut le reconnaître. Et ça va mettre du baume au cœur. Et c'est très important. Ce sera un grand pas pour une réconciliation nationale. Important de toutes les façons, on ne peut pas avoir une réconciliation à 100%, mais au niveau communautaire, il y a un engagement communautaire, comme l'a dit tantôt les organisations de la société civile, les autorités également l'attendent, et ça va donner de l'espoir. Et comme on le dit tantôt, l'espoir fait vivre. Ouais. Et ça va donner de l'espoir par rapport au dossier Thomas Sankara. De toutes les façons, c'est 2 dossiers, donc si on résout 50% du problème, je pense que ça va... Ouais. Exactement. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions Dr Adjaratou Ouaha Aïdarandiaï. Vous êtes directrice exécutive de l'ONG partenaire West Africa Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci. Nous remercions également Jocelyn Djeria, analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Oui, merci. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.